Octobre 2021, voici un enregistrement que je fais avec Berthold où il va y avoir différents sujets qui vont être abordés là, en lien avec la conscience naturellement. Donc aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, c'est, je me suis fait une liste de questions. C'est des sujets qui avaient été déjà abordés par Bernard de Montréal, qui avait été interviewé là, avec Richard Glenn au début des années 80, donc il y a environ 40 ans. Et je trouvais intéressant de revenir avec Berthold sur certains de ces sujets pour voir aujourd'hui, 40 ans plus tard, quelle lecture vibratoire qu'on pourrait faire en lien avec ces sujets. Donc, la première question pour toi, c'est qu'est-ce qu'un contacté? Un contacté, c'est quelqu'un qui a la capacité de se rendre compte que sa pensée est universelle, c'est-à-dire que la pensée, juste le principe de la pensée, ben, c'est pas une question d'identité psychologique individuelle. Donc, juste là, déjà là, il y a un contacté, pas besoin d'extraterrestre. De toute façon, la pensée, c'est extraterrestre jusqu'à un certain point, mais c'est juste que notre pensée, la pensée que nous captons sur Terre prend une coloration planétaire, OK. Et, contextuelle. OK. Donc, toi, tu définis ici un contacté comme quelqu'un étant en contact avec une conscience qui est extraplanétaire, qui est au-delà du plan astral qui se La rattache à la Terre. conscience, c'est toujours extraplanétaire. Ça prend une coloration planétaire parce que ça se manifeste dans un contexte sur une planète. Si je mets de l'eau dans un bocal, c'est pas de l'eau de bocal, c'est de l'eau. Mhm. C'est juste le contexte fait que c'est dans un bocal. Un contacté, c'est juste de se rendre compte de ça, de savoir ça. C'est tout. Tout le monde est contacté, tout le monde. C'est juste que c'est pas tout le monde qui en est conscient. Il faut qu'il y ait un contact avec les gens pour que les gens pensent. Si la pensée vient d'ailleurs, Exactement. Quelle est la différence entre quelqu'un de fusionné et possédé? quelqu'un de possédé, c'est parce qu'il s'agit de force qui chevauche la personne. Mais quelqu'un de fusionné, c'est quelqu'un qui, justement, il y a ce qu'on pourrait dire comment, pas un assainissement, mais il va avoir une purification du contact au niveau de sa pensée. C'est ça de la fusion, dans le sens que l'esprit, c'est-à-dire l'origine, si on peut dire, de l'énergie qui va donner un mouvement à la pensée qui fait qu'il y a une possibilité que ça se rende. Ça va s'affiner de plus en plus s'il y a une fusion. Mais si il y a de la possession, là, on peut parler d'une pollution. Il y a un contact inconscient. Mais un contact inconscient, c'est déjà de la possession. Juste de la pensée. De ne pas savoir que la pensée, s'identifier à ses pensées, c'est déjà un début de possession. C'est ça qui engendre même une civilisation sans ça, ça n'aurait pas pu se faire. Si S'il n'y avait pas eu une coupure avec certaines choses, l'être humain n'aurait jamais pu devenir psychologique, puis jusqu'à un certain point devenir plus intelligent. Mais là, à un moment donné, ça, c'est une fois que c'est fait, c'est d'autres étapes. Je le vois comme ça, sur le coup. Mais c'est ça, la fusion, il va y avoir au niveau de l'âme puis de l'esprit un rapprochement, si on peut dire. Il y a quelque chose qui se refait, puis ça va s'affiner dans l'ego. Puis là, mais au niveau de la possession, juste quelqu'un qui pense que ses pensées sont à lui, viennent de lui, puis que c'est une identité subjective de ce genre-là, c'est ça de la possession à mes yeux. La possession, c'est tout ce qui vient pas de soi. Ou et ce à quoi on s'identifie. C'est pas juste d'avoir des pensées, c'est pas de la possession, mais si on s'identifie à ça, ça crée une fausse identité. C'est ça de la possession, c'est une fausse identité Mhm. qui possède l'ego. Et dans le fond, tu m'excuseras de t'interrompre. Est-ce que c'est possible de mettre une toile derrière toi ou parce qu'il y a du soleil? Le, Ben, le- moi, j'aime ça. OK, bon, on peut le laisser de même. Là, Oh, je peux le baisser aussi. ça fait curieux là, parce que le rayon du soleil va un petit peu sur toi. Là, Ouais, ouais. j'ai failli dire, ben, c'est correct. Non, ben, justement, on T'es parlait dans de la fusion, il y a une lumière. affaire de rayon là-dedans. OK. Bon, c'est-tu le fun, c'est demain.
Oui, non, c'est mieux. Euh, Est-ce que tu ferais une distinction entre quelqu'un de contacté et possédé? Ben, la possession jusqu'à un certain point où il va y avoir un contact dans le sens qu'il y a quelque chose qui passe. Mais de là, un contact au sens pas un contact, ben oui, il y a une différence. Ça dépend ce qu'on entend par contacter. Il y a du monde qui sont contactés par de la possession, si on peut dire. Mais là, c'est en circuit fermé. C'est Mhm. un peu... tandis qu'un vrai contact, là, c'est en circuit ouvert. Il y a quelque chose qui vient de l'universel. Mais posséder, ça vient d'un circuit fermé contextuel qui est lié à de la pollution. Tout simplement. C'est tout le temps contextuel de la pollution. Et c'est-tu en relation avec le contexte planétaire? Ben oui. Il n'y a pas de possession s'il y a pas de contexte. Si, mettons, là, on prend, mettons une conscience qui se manifesterait en dehors d'un contexte planétaire. Il Mhm. peut pas avoir de possession. Oui, dans le sens qu'il n'est pas soumis à des formes qui se rapportent à, dans le fond, quelque chose de relatif, là. Ben, la possession, c'est expérimental. C'est de l'expérience au sens psychologique, puis même, on pourrait dire, là, parapsychologique, mais ça, c'est des aspects, ça reste voilé, mais parce que la possession, il y en a tous les jours, tout le temps, je veux dire, ça nous entoure, mais s'il n'y a pas de contexte expérimental planétaire, il ne peut pas avoir de possession. Ce qui vient pas de soi ne peut pas venir sans un contexte. Tandis que, par exemple, là, c'était quoi là, l'autre affaire en comparaison? Un contact par rapport à de la possession, ben, Oui. un contact, il y a une reconnexion avec, il y a un retour à quelque chose, il y a une épuration, ça s'enlève du chemin. Donc, ça, c'est pas expérimental au sens subjectif, contextuel. Je le vois comme ça. Autrement dit, ça serait quelque chose d'objectif. Ouais, le contact, c'est objectif, la possession, c'est subjectif, toujours. OK? Qu'est-ce qu'un être extraterrestre? Mais qui est extraplanétaire. Tout simplement, comme ça dit. Extraterrestre, c'est qui vient pas de la Terre. Donc, il y a beaucoup d'extraterrestres qui semblent pourtant venir de la Terre. À ce qui semble. C'est pas des sujets que j'aime bien, ça, là. Mais, Mhm. ce qui est extraterrestre, c'est extraplanétaire, comme le nom le dit. Donc, même l'esprit, on peut dire que c'est extraterrestre. Et ferais-tu une distinction entre extraterrestre et extradimensionnel? Extradimensionnel, ça revient à extraterrestre, mais c'est parce qu'il y a des dimensions rattachées à la Terre. Dans le sens, la Terre est multidimensionnelle. Donc, il y a des êtres qu'on pourrait qualifier d'extraterrestres, mais qui sont rattachés au planétaire. Mais ça, c'est toujours une question de point de vue. Comme, si on peut dire, tout ce qui est, euh, tout ce qui est extraterrestre, Mhm. c'est ce que l'être humain, au niveau de son contexte planétaire à lui, voit comme étant en faisant pas partie, mais ça veut pas dire que ça l'est. Ben oui, parce qu'il y en a qui vont parler d'intraterrestres qui seraient à vivre, qui cohabiteraient sur la même planète que nous là, depuis longtemps, là. Ben oui, si la planète aussi est multidimensionnelle, donc il y a toutes sortes, il y a différentes fréquences. Il y a probablement, comme je l'ai déjà dit, de la faune, de la flore qu'on voit pas, de l'invisible. C'est ça, l'extraterrestre pour l'être humain, entre autres. Quand ça devient visible ou que ça se manifeste ou que on peut voir par un effet qu'il y a quelque chose, mais ça veut pas dire que c'est extraplanétaire. Sinon, pourquoi ça vient se manifester ici? Non, exact. Mais quand on le perçoit, on peut dire que, dans le fond, là, ça devient physique, ça devient de l'ordre du manifeste. Donc, c'est pas une réalité nouménale ou d'une dimension qui échappe à notre spectre perceptuel, là. Ben, c'est ça. Dans le fond, là, l'être humain, il va qualifier le terrestre à partir de lui. Mais ça n'a rien à voir.
Le terrestre, c'est pas à partir de la perception subjective expérimentale humaine. Donc, l'extraterrestre, c'est quoi? C'est une catégorisation subjective. Puis l'extradimensionnel, c'est tout ce qui est en dehors de la dimensionnalité perceptive humaine. Comme, si on peut dire, là, jusqu'à un certain point, les gens, des fois, pourquoi il y a eu, à partir de certaines époques, on a représenté de la vie extraterrestre comme en s'inspirant de, de formes de vie, comme par exemple qui viennent des abysses ou qui ressemblent à des formes de vie microscopiques. Mais c'est encore la Terre le référent. Mhm. C'est encore notre dimension le référent. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir de la projection que les êtres humains vont faire là, au niveau anthropologique là, par rapport aux extraterrestres. Là. Ben oui. Moi, j'ai jamais entendu parler d'extraterrestres qui n'étaient pas formés au niveau d'une image par rapport à quelque chose qui était pas planétaire. Même là, quand ça arrive à des insectoïdes avec des têtes de menthe religieuses, là. C'est un référent. C'est encore, c'est une projection inconsciente à mes yeux. Mais ça n'a rien d'extraterrestre. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des images écrans que d'autres êtres peuvent employer pour pas trop créer de choc en relation avec des Ben référents oui, culturels qu'ils vont chercher dans notre psyché collective. c'est ça. C'est l'être humain qui fournit les images. Exact, qu'eux autres peuvent récupérer puis prendre pour nous apparaître, par exemple, sous un jour sympathique ou Ouais, favorable avec l'apparence de grands blonds, entre autres. Là. ouais, ou ben défavorable. Mais Exact. c'est toujours... si, par exemple, admettons que tu veux manipuler quelqu'un, tu vas te servir de choses qui va comprendre, dans le sens que ce que la personne va pas comprendre, c'est parce que ce qui est extra par rapport à ce contexte-là. Mais les images puis les exemples donnés, c'est tout le temps du compréhensible, sinon il n'y aura rien, ça servira pas. C'est tout le temps pareil. Ouais, Moi, je peux autrement pas. dit, des êtres qui viennent de l'extérieur peuvent utiliser nos référents culturels pour nous influencer puis nous donner des points de communication. Là. Ben oui, sinon ça marchera pas. Si tu prends une forme qui est pas qui fait pas partie de l'expérimental planétaire de l'âme collective, tu seras, ça serait pour être furtif, pour pas être vu. Mhm. Mais même là, même dans les films où il y a des bébites qui se mettent invisibles, ça a une silhouette humanoïde. Exactement. Puis c'est sûr que sous l'apparence d'une silhouette humanoïde, ben, ça fait sens par rapport à l'être humain qui est humanoïde lui aussi, là, en termes de référent, là, au Ben niveau de la oui. forme. C'est pour ça que ceux qui ont vécu des expériences différentes, comme par exemple des prismes ou ce qui ressemblait à des globes remplis de liquide visqueux, ça c'est traumatisant. Il n'y a pas de référent. Il n'y a rien. Justement, ça m'amène à te poser la question, qu'est-ce qu'un enlèvement extraterrestre? Ben ça dépend, c'est du cas par cas. Mais à mes yeux, si on le prend là d'une façon littérale, là, Oui. ben, je dirais que c'est une catégorisation expérimentale, dans le sens que c'est un nom qu'on donne à un type d'événement qui n'est pas catégorisable, mais on essaie de catégoriser ça. C'est un pas de l'expérience humaine, mais là, il y a une différence entre le nom qu'on donne et ce qu'il y a derrière. C'est du cas par cas. Il y a du monde qui n'ont jamais été enlevés par des extraterrestres, mais qui en sont persuadés, ça, j'en suis sûr. Mhm. Comme il y en a d'autres qui sont possiblement enlevés pour vrai, puis ils le savent pas. C'est un référent encore. Oui, c'est sûr. Puis chaque cas est unique. Mais quelle pourrait être la fonction d'extraterrestre de enlever des gens et entre autres, certains vont parler de procéder sur eux là, à certaines expériences scientifiques. C'est toujours pour voler de l'expérimental puis de l'énergie, dans le sens que pourquoi on fait des tests sur des souris? C'est pour pas se les faire sur soi-même. Mhm. Puis c'est toujours pour se servir d'eux. Mais c'est toujours pour des raisons. Des êtres qui font ça peuvent pas être très avancés. L'être humain fait des tests sur des souris ou des rats parce qu'il n'est pas très avancé.
Il fait ça pour s'avancer, justement. Puis ça avance lentement, ça. Parce que ça prouve rien, des rats des souris. À moins que ça soit pour les modifier pour leur donner une fonction. Puis s'en servir. Mais si c'est pour en savoir plus sur soi, puis qu'on expérimente sur ce qui est pas soi, il y a un problème, là. À moins que ce soit pour voler quelque chose. Mais c'est clairement pas... je serais très surpris que ça soit au bénéfice de l'être humain. Mais certaines personnes évoquent la possibilité qu'il y aurait possiblement une collaboration entre des esprits qui sont incarnés à travers des êtres humains versus ceux des extraterrestres en vue de modifier la génétique humaine et de rendre l'être humain éventuellement, à partir de modifications génétiques, un être étant moins agressif, moins violent et lui doter de certaines capacités psychiques. Moi, je trouve ça un peu naïf. OK. Parce que l'être humain est beaucoup moins agressif et violent que les forces qui le rendent agressif et violent. C'est plus... s'il y avait une réelle volonté d'agir à ce niveau-là, c'est pas à ce niveau-là qui est... Dans le sens que c'est pas en modifiant la génétique, c'est en modifiant la vibration, les fréquences du cerveau, juste le contexte planétaire, c'est ça il ferait des expériences sur... ça serait autre, ça serait lié à des rayonnements, ça serait plus subtil, ça ferait pas appel à, encore une fois, des projections de des technologies que nous, Mhm. à notre niveau, ça ressemble bien plus à ce qui a été décrit dans le passé, à ce que une fin de cycle d'avant, que après, il y a eu des êtres modifiés sur Terre, puis il a fallu exterminer ça. Si le but, c'est de rendre l'être humain moins agressif puis plus gentil, est-ce que c'est pas pour qu'il se défende moins? Est-ce que c'est pas encore pour le soumettre? Non, exactement. Ici, je le parlais dans le sens de neutraliser certains gènes qui pourraient amener de l'agressivité, voire des comportements violents, guerriers, qui pourraient peut-être mener là, à l'holocauste nucléaire, dans le sens que les gens en relation avec un instinct très, dans le fond, guerrier, pourraient en venir à commettre là, des actes très violents. Les pires choses qui se passent au Oui. niveau de l'humanité sont liées au fait qu'il y a une perte de choses qu'on appelait comme anciennement virtus. La vertu, la Mhm. virilité, la capacité à se tenir debout. Puis justement, c'est pas en enlevant ça qu'on va... une civilisation plus avancée, c'est pas une civilisation de extra sophistiquée de momounes qui se promènent en robe blanche. Mhm. Moi, je vois rien de bon là-dedans. OK. Qu'est-ce qu'un être de lumière? Ben, n'importe quel être, tout être est de lumière. Jusqu'à un certain point, c'est une question de densité puis de fréquence. Mais il peut pas y avoir d'être sans lumière. Dans le sens que la lumière est à l'origine de l'être, Et voilà. mais certains vont parler d'être des ténèbres. Oui, parce que il y a une psychologisation de la densité, le principe de densité. Mhm. C'est de la lumière pareille, mais de la lumière ralentie, de la lumière opaque, de la lumière appesantie, qui vibre plus bas. Ça vibre plus bas. Certains vont parler que la matière, ce qui est physique, est de la lumière coagulée à un niveau de densité moindre. Ça va dans ce sens-là, ce que tu dis. Oui, mais il y a un principe de densification, c'est ça les vraies ténèbres. OK. Il y a une force dans le sens de... Il y a un principe de coagulation. Il y a une différence entre ce qui est coagulé puis la coagulation. Les ténèbres, c'est la coagulation, pas l'énergie coagulée, là. OK, un principe de coagulation, c'est-à-dire de descente d'énergie. C'est ça. De la lumière ralentie, c'est pas des ténèbres. OK. C'est de la lumière qui vibre plus bas. C'est le principe que ça vibre plus bas qui est les ténèbres, si on peut dire. Est-ce que tu verrais dans les ténèbres une force d'entropie? Non. OK. C'est plus...
Ce qui ralentit les forces, on est tellement dans... même, il n'y aurait pas de possibilité au niveau des plans s'il n'y avait pas ça. C'est là parce que ça n'a pas le choix d'être là. Dans le sens que sinon, il n'y aurait rien là. Ça- Dans le sens que si tu as une seule couleur, Mhm. il n'y a pas d'image, il n'y a pas de relief. Donc, la lumière serait des ténèbres sans les ténèbres, s'il y avait juste de la lumière. Donc, autrement dit, une nécessité à ça pour une raison de perspective. C'est même pas une... Oui, oui, oui. C'est même pas une nécessité au sens où nous, on l'entend. C'est des affaires qui se questionnent même pas, qu'on n'a même pas à définir. C'est comme ça. Dans le sens, pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est comme ça. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est pas une question, c'est un état de fait. Ça peut pas être autrement. Sinon, il n'y aura rien. Mhm. Qu'est-ce que la hiérarchie cosmique? Moi, à mes yeux, c'est le fait que, justement, ça vibre à différents degrés, à différentes fréquences, à différents niveaux. Puis que la lumière, elle voyage à travers différents niveaux de densité. Donc, il y a une hiérarchie au sens que c'est intelligent, mais ça vibre pas tout au même degré. Ben, je vois pas d'autre chose que ça. Dans le sens que on aura beau dire, bon, ben comme il y en a, ils vont parler des différents, comme par exemple des ordres exécutifs là, au niveau cosmique, des forces, puis ils vont donner des noms à ça. Puis à mes yeux, ça c'est l'être humain qui fait ça. C'est pas important. Mais c'est clair qu'il y a différents niveaux de densité, Mhm. puis ça vibre à différents niveaux. C'est un peu comme le spectre chromatique. C'est ça, moi, à mes yeux, de la hiérarchie. Dans le sens que ce qui est à telle fréquence n'est pas une autre. C'est tout. Est-ce que l'univers est géré par des êtres sur le plan hiérarchique? Moi, je considère que l'univers est autogéré par des lois, qu'il y a une autorégulation, entre autres, mais qu'on anthropomorphise ça. Mais oui, à certains niveaux où on est obligé, dans une densité comme la nôtre, qui a des intelligences comme qu'on a un plan psychologique, des choses comme ça, il peut pas faire autrement que d'avoir une certaine gestion. Parce que il y a des choses il y a des possibilités d'accident. Puis comme tout veut, comme ça veut se diffuser partout, puis il y a les principes de volonté dans l'univers, puis oui, là, il y a des choses qui doivent être ralenties, il y en a d'autres qui doivent être accélérées, donc oui, il y a de la gestion. Qu'est-ce que l'ésotérisme? L'ésotérisme, c'est un langage dans le langage. C'est-à-dire? Ben, c'est ça. C'est comme, ben, c'est ça, c'est un langage dans le langage. C'est-à-dire, le langage, c'est ce qui est exotérique. Le langage dans le langage, c'est ce qui est ésotérique. C'est une façon de contrôler l'information. C'est quoi de l'ésotérisme? C'est du contrôle. Mhm. C'est du contrôle de l'information. C'est de la hiérarchie psychologique. C'est de l'élitisme social. C'est ça de l'ésotérisme. OK. Est-ce qu'il y a des maîtres du monde? Ça dépend de quoi on parle. Parce que le monde, ça se maîtrise pas. Mais est-ce qu'il y a différents niveaux de pouvoir au sens... oui. Mais moi, ça, je trouve ça vibre bas. Les maîtres du monde. S'il y a des maîtres du monde, là, je les mets au défi de montrer qui est. Parce que si le pouvoir, c'est lié à ce qu'on voit pas, Mhm. c'est où la maîtrise, là? Quelle sorte de puissance est obligée de rester dans l'ombre pour être puissante? C'est tout ça de la puissance. C'est une bonne question parce que c'est sûr que s'il y a des maîtres qui
ont un pouvoir occulte, c'est-à-dire qui est voilé à la population pour les manipuler. Certains vont parler d'êtres de haute astralité. Ben, c'est sûr qu'eux autres, l'avantage, c'est de tirer profit de l'inconscience des gens pour les manipuler. Puis à mes yeux, c'est pas ça le vrai pouvoir. C'est pas du pouvoir, c'est dès que tu allumes la lumière, puis c'est là que ça n'a plus, ça tient plus. C'est comme le magicien d'Oz, là, qui est caché. Le pouvoir caché, c'est pas du pouvoir pour moi. Ça s'exerce justement par de la densité. Donc, il n'y a pas de, il y a quelque, on est dans moi, c'est encore de la manipulation, puis du contrôle. Mais là, les maîtres du monde, c'est clair qu'il y a certaines forces qui vont passer par, mais le vrai pouvoir occulte, Mhm, c'est là, devant tout le monde, mais on le voit pas. C'est pas quelque chose qui est obligé de se cacher pour être puissant. mhm. Autrement dit, le pouvoir réel est transparent, il est clair. Oui. Qu'est-ce... Donc, Oui, j'écoute. ben c'est ça. Moi, à mes yeux, l'affaire de maîtrise, les maîtres, c'est tout. J'ai de la misère avec ça. Juste ça vibre pas, ces affaires-là. OK. Qu'est-ce qu'un initié? Un initié, c'est quelqu'un qui a acquis le droit de savoir ou qui sait par lui-même, ou qui a acquis par un contexte, ou qui a vécu, qui a intégré par du vécu, ou qui est tout simplement, c'est juste quelqu'un qui a quelque chose. Être initié, c'est voir quelque chose. OK. Quelle est la différence entre les maîtres du monde et les initiés? Ben, mais je sais pas du même ordre du tout. Même là, ça dépend, on parle de quoi comme initié. C'est ça, là. Parce que c'est pas des termes absolus, ça. Mhm. Le langage, c'est relatif. Donc, de quoi on parle? Les initiés, ça peut être ceux qui savent qu'il y a des maîtres du monde. Oui. Et, Ou la tout personne est ça, initiée au fait qu'elle est un maître du monde, tu sais, est consciente de faire ah ouais, partie d'eux là, autres. c'est plus, c'est pas yable comme être maître Non, du monde. je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr qu'en effet, là, il peut y avoir des significations multiples par rapport au terme. Ben, c'est parce que c'est des formes, puis ça charrie du collectif, dans le sens que on donne du sens à ça. Puis là, mettons qu'on prend cette forme-là, puis on dit une affaire, le monde, selon leur vécu, vont colorer ça. Fait que là, ce que je dis, c'est plus ce que je dis. C'est pour ça qu'à un moment donné, le langage, c'est relatif, c'est pas absolu. Mais là, on essaie de parler on essaie de parler de choses, ça, clairement. Mais les maîtres du monde, pour moi, c'est de la manipulation. Juste le mot, la forme. Puis c'est comme des initiés, drette là, il y a de l'élitisme, il y a de la hiérarchie sociale là-dedans. Il y a de la grégarité qui essaie de se faire passer pour du subtil. Il y a toutes sortes de cochonneries. Fait que, c'est quoi un initié? Je veux dire, juste quelqu'un qui le sait, il est qui, là. Mhm. Puis il sait ce qu'il fait, pourquoi qu'il le fait. Ben, ça peut être un initié, ça, bien plus haut que... Dans le sens que un initié, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des accoutrements pas d'allure puis qui fait des simagrées avec un autre gang? C'est que c'est quelqu'un dans le fond d'un bureau que il sait que dans 2 mois, telle matière première va prendre de la valeur? Ça peut être n'importe quoi, un initié. Ben justement, ça me fait penser à quelqu'un qui va faire, par exemple, un délit d'initié, dans le sens que C'est des ça. informations privilégiées par rapport à une entreprise pour acheter ou vendre des actions. Tandis que, à mes yeux, un vrai initié, le seul délit qu'il peut commettre, c'est d'être un initié par rapport à ceux qui le sont pas. C'est-à-dire, il va engendrer des mouvements de force contraires. Ça, c'est un initié, ça va être celui qui se met en initiation, c'est-à-dire qu'il ébranle un Mhm. ordre établi, désuet. Il C'est amène de pour la ça qu'on peut dire. nouveauté.
C'est ça, comme le Nazaréen. Pour moi, ça, c'est un initié. Mais tu sais, au top, là, je veux dire, Mhm. ça peut pas avoir plus. Mais Oh. là, la caste, des castes de prêtres ou bien c'est-tu des initiés, ça? Oui, au sens de la connaissance. Mais ils ne sont Mais il n'y a pas pas de initiés au savoir niveau du savoir, c'est instantané. ça que j'allais dire, C'est là. ça. Donc, oui, c'est en relation avec les maîtres du monde, ces initiés-là. Mais c'est quoi un maître? Un maître, c'est quelqu'un qui exerce un contrôle sur de l'extérieur. C'est contextuel. C'est c'est pour ça que toutes ces affaires-là, toutes ces vieilles affaires. Puis le pire, c'est que on a essayé de défaire ça, on a essayé de. Il va tout le temps avoir du monde ils reprennent les fils puis ils retricotent ça. Mhm. Ils, ils, ils vont reprendre les morceaux puis reconstruire ça. Ça se reconstruit tout seul parce que c'est de la mémoire. Fait que la connaissance, c'est mémoriel. Puis c'est ça, là. C'est pour ça que le langage, c'est relatif. C'est lié à l'âme. Oui, Fait que, mais le langage peut être un vecteur aussi de la vibration de l'esprit. ben, oui. Mais là, ça va être... la forme, elle se transforme. Ça bouge, ça devient polymorphe. Il y a quelque chose qui est véhiculé, puis ça va être lié à l'instantanéité. Ça sera pas lié à quelque chose de séculaire qui se cristallise, qui s'accumule. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je te pose des questions en lien avec des sujets qui avaient été abordés il y a 40 ans pour voir aujourd'hui, avec les mouvements d'énergie qui ont eu cours, puis où est-ce que tu en es dans ton développement, comment tu pourrais parler ces sujets-là, d'où l'intérêt des passer en revue. Là. Prochain sujet, je voulais t'amener sur une piste, à savoir, à travers une question, qu'est-ce qu'Argata et Shambhala? Ah, ben là. Moi, à mes yeux, c'est des allégories initiatiques liées à de la mémoire. Je vois pas justement au sens où on vient d'en parler, là. Puis même, je suis pas mal sûr que si jamais on s'en va là, dans le coin du Népal, puis ces coins-là, puis qu'on parle de tout ça avec du monde, ils vont rire de nous autres. Mais derrière ces allégories-là, il n'y a-t-il pas certaines réalités qui, à travers des histoires, des contes, se réfèrent à des êtres de nature autre qu'humains comme nous? Ben, c'est pour ça qu'ils vont rire de nous autres. Parce qu'ils vont dire, toutes les cultures sur la planète ont des formes pour parler de ça, puis vous venez prendre nos formes. Dans le sens que, vous le savez, par vos mythes à vous autres dans votre coin, c'est quoi? Il faut avoir perdu ce que vous savez pour venir chez nous puis nous demander de nous parler de ça. Parce que par rapport à comme tout ce qui est vibratoire, comme par rapport à il y aurait des portes, il y a Mhm. des changements. Par rapport, c'est lié à l'électromagnétisme de la planète. Comme je disais, il y a différents niveaux fréquentiels. C'est multidimensionnel une planète vivante. Mhm. Donc, c'est habité à différents niveaux. Puis là-dedans, ces forces-là vont prendre des formes pour exercer une autorité. Parce qu'une vie expérimentale planétaire, c'est territorial. C'est lié à de la colonisation, entre autres. Ça va exercer de l'influence, c'est lié à de l'influence. Parce que c'est lié à de la survie, là, la vie, dans ce contexte-là. Puis, mais moi, pour moi, là, c'est des vieilles... je vois rien d'intéressant là-dedans. OK, je vais passer au prochain sujet. Qu'est-ce que le triangle des Bermudes? Ben, moi, mes yeux, c'est des anomalies électromagnétiques. Du champ planétaire, là, du champ. Ça peut... parce que ce qui a été rapporté, là, par exemple, des disparitions, des choses... Mhm. il y a toutes sortes d'affaires. Ça peut servir aussi de... Ça peut être bien des choses. À mes yeux, il y a quelque chose lié à l'électromagnétisme, mais
Ça peut aussi être ça peut être un terrain de jeu pour des opérations, de n'importe quoi. C'est des affaires qui fascinent le monde. Mhm. Puis qu'est-ce qu'ils foutent avec ça? Moi, je suis pas mal loin là, du triangle des Bermudes, là. Moi, ici, là, quand je fais mon lavage, puis j'ai un bas que je retrouve pas, il est pas dans le triangle des Bermudes. Fait que moi, je m'en fous de tout ça. C'est quoi le triangle des Bermudes? Ben, c'est un des sujets qui est venu créer un marché, puis que les gens sont fascinés par ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Là, c'est plus, par exemple, là, les champs électromagnétiques, puis le fait que nos transports, nos véhicules sont pas encore... puis aussi que ça peut être aussi un support pour l'étude de la fascination des masses pour certaines choses. Mais le triangle des Bermudes, qu'est-ce que c'est dans les faits? C'est une forme dans le collectif. C'est un sujet de conversation. C'est, Mhm. tu sais, parce que dans le fond, dans les faits, il n'y a pas grand mystère, je veux dire. T'as un paquet de monde qui se promène dans le triangle des Bermudes tous les jours, là. Je veux dire, il y a du monde qui va en vacances dans les Bermudes, puis ils reviennent. Puis il n'y a pas de problème là. Non, Mais mais je veux dire, du monde ouais. qui disparaissent, là, j'en ai là, autour là, de chez nous. Il y en a du monde qui ont disparu, il y en a des avions qui ont disparu. Puis ça n'a pas développé de mythe autour. Pas Non, loin d'ici, il y a une montagne, c'est une anomalie géologique inexplicable. Il n'y a aucun géologue qui est capable d'expliquer ça. Puis il y a des affaires bizarres qui se passent là. C'est bien plus intéressant que le triangle des Bermudes, mais personne n'en parle. Moi, je trouve ça plus intéressant en tout cas. non, je comprends. Mais en fait, je posais la question dans l'optique de démystifier qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui vont parler d'un lieu qui aurait une activité extraterrestre un peu plus intense que d'autres endroits dans le monde. Mais l'affaire, c'est que au niveau là, d'un espace topologique, l'être humain, il va souvent être fasciné au niveau c'est là qu'on le voit par son langage, il est encore dans de la triangulation topologique. Fait que où ce qui disparaît du monde, là, ils vont trouver trois points, ils vont dire, ah, ça c'est le triangle de ci, puis ça c'est le triangle de ça. Ça en dit plus sur les formes que l'être humain va être porté à donner que sur ce qu'il y a derrière. Il triangule des terrains. Mhm. Parce que l'être humain, ça, c'est quand il y a de l'affaire des formes de même, c'est parce que là, il y a une recherche de repères. Mais, ben franchement, le triangle des Bermudes, ça se peut bien qu'il reste un mystère, tout simplement, parce que il n'y a pas plus de mystère là qu'ailleurs. C'est juste que ça crée une fascination à cause des formes que ça a pris, puis des concours de circonstances. Mais du monde, il en disparaît en masse, partout. Il y a même des places, il y a des villages au complet, le monde a disparu. Oh oui, c'est sûr que c'est pas le lieu unique de disparition, en effet. Là, ouais. C'est parce qu'il y en a que il y a eu un concours de circonstances, il y en a qui ont eu intérêt à développer une fascination pour un marché. Puis ça fait partie de l'histoire, ça. C'est de l'anthologie. C'est de, ça fait partie des aspects vendeuses de librairie de l'être humain. Oui, oui, mais c'est sûr que les histoires qui concernent le triangle des Bermudes, on peut être récupérées à des fins commerciales. Alors que, Ben, comme tu le dis, il y a plein d'autres endroits où il y a des cas de disparition d'avions ou autres là, qui ont cours. Là. oui, ben oui. Puis même bien plus impressionnant, des choses bien plus inquiétantes. Puis, ben non, c'est un peu comme un magicien, là, il te fait des simagrées, là, puis pendant ce temps-là, tu vois pas qu'il t'a volé ta montre. C'était un peu ça, là. OK, ben un peu comme le fait que dans le domaine de l'ufologie, on parle beaucoup d'Area 51, la base 51, alors qu'en Ben, tu sais, réalité, il y a sans doute plein d'autres endroits où il y a des activités ufologiques là, significatives. ça, c'est s'il y en a là. Ouais. Parce que il y a clairement des opérations d'orientation des intérêts du public, que ça soit de surface ou underground.
Je veux dire, la Era 51, moi, je trouve ça plate. C'est pas intéressant. C'est comme les Drôme Lake, ces affaires-là. Je trouve pas ça intéressant, pas en tout. Je veux dire, tout ce qui a été engendré, c'est un peu comme, admettons que moi, je suis un gouvernement, là, puis que Mhm. je veux que tous les weirdos, qu'eux autres, ils fouinent dans les raccoins, puis je le sais qu'à force de fouiner dans les raccoins, ils peuvent tomber sur, bon, ben, je vais leur créer des raccoins, je vais leur... Si tout le monde en parle, ça n'a pas rapport, je veux dire, c'est pas là. Oui, ben c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que justement, la base 51, c'est pour attirer l'attention des masses, mais en réalité, ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'activité ufologique réelle qui concourt là, puis les trucs plus significatifs, c'est ailleurs. Il y a plus d'activités ufologiques dans ma région qu'au Nouveau-Mexique pour Nevada, tant qu'à moi. Puis il n'y a personne qui en parle. Pourtant, n'importe qui prendrait la peine de recueillir des témoignages, faire des recherches dans mon coin, il se rendrait compte que c'est une des places qui en a beaucoup le plus. Puis, si tu regardes, peut-être que c'est de même à la grandeur de la planète, dans le fond. Parce que, moi, dans mon coin, quand je suis tombé sur, parce qu'il y en a qui l'ont fait la job, ils ont recueilli des témoignages, puis je veux dire, c'est incroyable, tout. Il y a des affaires, puis j'essaie de retrouver, à un moment donné, je me disais, ça a passé, ça, il y en a qui en ont parlé dans les journaux, ouais, ouais, puis tout, puis j'essaie de retrouver les archives, je les trouve pas, pourtant je m'en souviens, parce que quand j'étais petit, m'en souviens, puis c'est pas retrouvable. Puis pourtant, je veux dire, même, il y a un village où j'ai vécu, là, c'est quasiment les 2 tiers du monde qui ont eu des expériences. Mhm. Fait que moi, l'Area 51, puis Dome Lake, puis ce qui se passe dans le sud des États-Unis, ça m'impressionne. Mais tellement pas, tellement pas. Je veux dire, c'est les Américains, ils sont de même. Ils sont capables de te pogner une crème glacée à vanille, là, mais là, ils rajoutent des cerises autour, puis des petits bonbons, puis ça, ils finissent par te faire une affaire bien impressionnante, mais c'est de la crème à glace. C'est rien que la crème glacée, je veux dire, il y en a partout de ça, de la Oui, crème oui, je glacée. comprends, mais il y a une façon de mettre ça en valeur puis d'en faire la promotion. C'est ça. Parce que les Américains, dans le fond, c'est des bricoleurs. Tu sais, on pense aux États-Unis, ah, la tarte aux pommes, puis les hot dogs, puis les hamburgers. Voyons, là, les hot dogs, les hamburgers, c'est allemand, puis la crème glacée, c'est italien, puis tu sais, à un moment donné, la tarte aux pommes, là, c'est européen. À un moment donné, il va falloir considérer que les Américains, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont le génie de l'ingénierie. Mhm. C'est des bons bricoleurs, c'est des bons... mais, tu sais, je veux dire, c'est rien que de la crème glacée, là. Oui, oui, mais ils ont le sens du marketing, de la C'est ça. promotion, de la publicité, le sens des affaires aussi. Ben oui, ils ont inventé l'information spectacle. Tant qu'à moi, là. Ben là, ça, c'est anglo-saxon, si on peut dire, là. Si tu regardes les journaux anglais, ça a tout le temps bon. Mais il reste que, pendant qu'on est là à regarder vers les États-Unis, on n'a plus intéressant chez nous. On ne sait pas. Puis, moi, les Américains, là, ben, tu sais, je veux dire, c'est pareil partout. Mais eux autres sont maîtres dans ce art-là, Mhm. de, d'attirer les regards. Comme Hollywood, Ben tu sais, oui, c'est la comme capitale du cinéma. c'est ça, c'est comme les camps de concentration, on voit tout le temps les mêmes images, tout le temps les mêmes affaires, puis c'est tout le temps... Ben oui, mais c'est du monde de Hollywood qui ont tourné ça. Dans le sens, pas, je dis pas que ça a été tourné à Hollywood, mais ils ont fait venir du monde avec des kilomètres de films en Europe, puis finalement, c'est tout le temps la même affaire qu'on voit. Ils sont bons dans le montage. C'est ça que je veux dire. Puis c'est des montages, ça, à mes yeux, à moi. Parce que c'est ça, c'est des bons monteurs. Oui. Qu'est-ce que les mondes invisibles? C'est les aspects de notre monde qu'on voit pas. Les mondes invisibles, c'est la multidimensionnalité de ce qu'on appelle le monde. C'est-à-dire, si l'être humain est multidimensionnel, ça veut dire qu'il vit sur différents plans en même temps, entre autres. Mais
l'univers, si on parle, mettons, il est pas très uni, là, Mhm. dans le sens il est multiple, ben, c'est les aspects, c'est le monde aussi, il est multidimensionnel. Donc, il y a des mondes invisibles, parce que la vision, c'est une dimensionnalité de la perception. Oui. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est de la mémoire expérimentale, puis de la programmation. OK. Qu'est-ce qu'un guide astral? Ben, ça, c'est une domination, si on peut dire. Ça peut en être de la programmation. Mais c'est de la manipulation. Moi, à mes yeux, un guide, c'est quelqu'un qui... c'est de la... C'est ça, c'est du contrôle. C'est de la... Je vois pas quoi dire d'autre. Dans mes mots à moi, là, un guide de l'astral, là, Oui. c'est... c'est de la compensation, c'est de la justification, c'est de la compensation. De la compensation. Je veux dire, la personne, là, elle se trouve pas bien, dans le sens que elle a beaucoup de culpabilité, elle est élevée là-dedans, puis elle a un problème d'estime de soi, elle voit pas sa valeur, puis là, tout d'un coup, il va avoir un guide astral. Puis tout devient... Tout prend son sens, puis c'est une compensation. C'est une faiblesse, une faille par où s'infiltre quelque chose. Le guide astral, c'est l'infiltration. La, la, la faille est psychologique. OK, ben, est-ce qu'on peut dire que c'est une compensation pour un manque d'identité? Ben, toujours. OK. Qu'est-ce que la volonté, l'intelligence et l'amour? Ah, ben, ça, c'est parce que tout peut être défini selon ça. C'est ça qu'il y a de. C'est pour ça qu'on dit que c'est des principes. C'est-à-dire, comme tu peux prendre n'importe quoi puis les définir selon ça. Ou tu peux faire n'importe quelle construction puis parler de n'importe quoi avec ça. C'est pour ça que c'est des principes. Oui. Donc oui, c'est des principes. Dans le sens comme l'amour, Mhm. tu peux le regarder sur n'importe quel plan, sur n'importe quelle dimensionnalité. Puis c'est pareil, la volonté, tu peux même regarder au niveau de la physique, ça va être une direction donnée de la volonté, ou une force qui applique une direction à de l'énergie. Tandis que sur le plan psychologique, ça peut, après ça, on peut le regarder psychologique, on peut le regarder même au niveau... c'est des principes, donc ça peut traduire n'importe quoi. C'est ça qui est... c'est kaléidoscopique. C'est comme... c'est comme la... Ben c'est ça, c'est des principes. Dans le Mhm. sens, comme l'amour, on pourrait dire que la Terre puis la Lune, ensemble, ont une relation d'amour. Puis c'est le point où la Lune reste prise dans l'orbite. On peut le regarder comme ça, mais on peut le regarder aussi au niveau du psychologique. On peut le regarder comme là, ça serait l'amour psychologique. Mais au niveau cosmique, là, ça va au-delà de ces considérations-là. Mais c'est des principes. C'est trois principes qui sont présents en tout puis qui peuvent s'appliquer à tout. On peut parler de n'importe quoi par ces principes-là. On peut même dire, ben, c'est quoi la volonté de l'amour? C'est l'intelligence. Mhm. C'est quoi l'intelligence de l'amour? Ça aboutit à une volonté. Puis, il va y avoir comme ça des permutations, puis tu peux construire à l'infini, puis ça va tout le temps avoir un sens. Il va tout le temps être possible de voir à travers. Comme, c'est quoi de l'amour intelligent? Là, ça donne du respect. Puis là, pour du respect, ça prend une volonté. Puis c'est tout le temps, ça va à l'infini. C'est des principes d'infinité de l'énergie, moi à mes yeux, puis d'harmonie, puis de direction de, de possibilités, de mouvement, de dynamisme. C'est lié aux lois du dynamisme des choses. Mhm. Fait que c'est l'infinité des possibles qui, à travers ces trois principes-là, on peut les parler, les appliquer à n'importe quoi. À n'importe quoi. Comme
même comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, il y a ça revient au même, là. Toutes Mhm. les trinités. Toutes les trinités de n'importe quelle tradition, on va se rendre compte que c'est une interprétation subjective des mêmes lois, tout le temps. Puis ça revient à ça, ces trois principes-là. Donc, moi, mes yeux, c'est ce qui rend tout possible. OK. Et quand on prend ces trois principes, volonté, intelligence, amour, ça fait via, qui veut dire en latin voie. Est-ce que pour toi, l'intégration de ces trois principes-là sont nécessaires pour l'individu qui est sur la voie de la conscientisation? Ben, moi, mes yeux, la vraie conscientisation, c'est pas un cheminement. Parce que là, on pourrait même dire plutôt le latin comme ça pourrait aboutir à vox. Il y a une voix, mais au sens de la vibration, une voix. La parole. Ouais, ça se manifeste comme ça. Puis c'est de l'intégration. Là, c'est plus un cheminement. Parce que il y a une centricité. Un centre, ça bouge pas. C'est autour que là, il y a une expansion, puis une intégration par l'expansion. Parce que les affaires de voie, là, dans le sens d'un chemin, là, puis regarde là, le Japon, là, socialement, comment est-ce que ce monde-là, ils n'ont aucun respect pour l'individu au fond. Puis à quel point ça aboutit à une société qui n'a pas d'allure. C'est beau être intelligent comme on veut, l'idée de voix, là, ça met... Non. Parce que il y a une limitation dans un cheminement de voix. Tandis que Vox, quand tu parles, là, la vibration, elle va dans tous les sens en même temps. C'est une émission. Oui, mais en même temps que l'individu qui se conscientise, n'est-il pas orienté par la voie, la direction que son esprit veut donner à son existence? Ben, moi, je le vois pas comme ça. Dans le sens, il va y avoir une manifestation. Mais si on se met à psychologiser ça comme l'esprit a une volonté, c'est clair que l'esprit, il applique une pression sur des structures pour que ça bouge. Mais je vois des lois naturelles là-dedans. Dans le sens que il va y avoir une manifestation de l'esprit qui Mhm. va engendrer une intégration à travers l'expérimental qui va devenir de plus en plus efficace. Dans le sens, t'auras pas à vivre la même affaire pendant 25 ans avant de comprendre. Là, ça va de plus en plus vite. Mais il n'y a pas un cheminement là-dedans. Il va y avoir à la base un principe qui fait qu'il y a l'efficacité. Il va y avoir une... Parce que il peut y avoir deux personnes qui suivent le même chemin, mais ils n'arriveront pas en même temps. Mhm. C'est pas le chemin là qui fait la. C'est pas le chemin qui met du gaz dans le char, c'est pas le chemin qui fait la vitesse de. Oui, C'est le même chemin, là. C'est juste un terrain. La... C'est pour ça que l'affaire de voie, dans le sens. Moi, c'est plus voie dans le sens comme. Tu sais, Vox que Via, là. oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais le terrain sur lequel je voulais t'amener, c'est que l'individu qui développe une conscience vibratoire, la vibration va comme l'amener à faire certaines actions plutôt que d'autres. Puis dans ce sens-là, je voulais parler d'orientation. Ouais, c'est évident. Donc, dans ce sens-là, on peut parler de voie dans le sens de via, c'est-à-dire qu'il y a une voie pour l'individu. De bord, on pourrait aboutir à vue. Ah, Parce OK. que pour dans quelle direction, il faut qu'il y ait une vue. Donc, une capacité de vision. Ben oui. Si tu le vois pas, le chemin. Fait que ça part pas, c'est pas le chemin, là. Mhm. Ça part tout le temps d'un centre. Puis ça revient à une vibration. Parce qu'on va regarder par rapport à ce qu'on entend, même. Fait que même une chauve-souris est aveugle, mais elle voit. C'est vibratoire encore plus. Fait que c'est comme un radar, ça émet. Mhm. Puis les émissions, c'est comme ça que le terrain apparaît, mais c'est pas le terrain qui fait que faut qu'il y ait un centre, une centricité.
Un point d'émission puis de réception. Mais le reste, là, c'est contextuel. OK. Puis, comment ça se fait qu'il y a des fois, tu vas avoir une voix, mais c'est pas ça qui définit la vitesse puis l'efficacité. Tu sais, se promener sur un chemin en boîte à savon ou en caliche où ça change mais c'est le même terrain. Mhm. Fait que ça part d'ailleurs. OK. Qu'est-ce que la fin des temps? Ben, c'est la fin d'un temps. La fin des temps, c'est au sens des temps, c'est des séparations dans un cycle. Fait que la fin des temps, c'est la fin d'un cycle. Il y a un cycle complet de fait. Parce que ce qu'on appelle les temps, c'est dans le cycle. Mhm. On sépare le planétaire vient séparer le cosmique en cycles. C'est cyclique. Puis les cycliques, eux, sont séparés en temps. Comme quand on dit la Renaissance, les temps modernes, ben, maintenant, ça va être la fin. Donc, la civilisation d'un cycle est finie. Mhm. Donc, la fin des temps, c'est la fin d'un cycle. C'est tout. Je vois pas. C'est des mesures. C'est des unités de mesure. OK. Puis, comment pourrais-tu appréhender la fin du temps psychologique vécu par l'humain? Ah, ben, l'humain, il va rester dans le sens. Quand nous, dans, mettons, notre civilisation va avoir été arrivé au bout de son psychologique, il va avoir encore du psychologique pareil. Ça s'éteint pas de même, ça se ferme pas de même. Mais ça va, c'est progressif. Mais la fin du psychologique, ben, la fin du psychologique, c'est une reconnexion parce que il y a eu une coupure, puis c'est ça qui a permis de développer le psychologique. Tu veux parler de la coupure avec le psychique, l'esprit? Oui, au niveau de, comment je pourrais dire, c'est bien subtil, là, par rapport à l'interne. Il y a une coupure à l'interne pour qu'il se développe quelque chose dans l'externe, Mhm. c'est, et on n'est pas pour être, on pouvait pas rester dans l'instinct puis l'intuition. Il fallait développer l'intellect. Fait qu'il y a eu une cassure, il y a eu une brisure. Ben, la fin du psychologique, ça va être le recouvrement de certaines choses avec l'avantage de ce qui a été développé pendant la coupe. Oui, puis à ce moment-là, est-ce que l'ego va continuer à temporaliser le rapport au monde, c'est-à-dire se situer au monde dans un rapport où il y a un passé, un présent, puis un futur? Ouais, mais ça va redevenir ce que elle aurait toujours dû rester, c'est-à-dire juste technique. C'est-à-dire? Ben, c'est juste technique, c'est pour se repérer. Tandis que l'être humain psychologise dans le sens que il est tout le temps en train de te projeter dans l'avenir, puis de se référer à un passé qui est déformé, qui n'est pas objectif, puis qui se déforme, plus il se réfère au passé, plus il y aura plus une émotivation de ça. C'est le passé, le présent puis le futur, c'est juste des repères techniques. Mhm. Donc, c'est tout. Mais tant c'est juste d'arrêter de. L'être humain, ici, il voit quelque chose, il va agir par logique, pas par désir. Donc, c'est pareil. Si, admettons là, que tu prévois quelque chose pour le futur, si tu le fais par logique, tout simplement parce que tu sais que c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, c'est pas pareil que quelqu'un il va avoir une subjectivité qui est obligée d'engendrer chez lui un désir de quelque chose dans le futur pour le faire agir dans le présent. Non, je comprends. Dans le premier cas, la personne va agir par vibration. C'est ça. OK. Quel est le destin de l'humanité? Ben, c'est sa programmation. Dans le sens, le destin de l'humanité, c'est justement ce qu'on pourrait appeler tout ce qui est la structure expérimentale prédéfinie du, collectivement, là. C'est ça c'est ça les temps. Fait que
C'est comme, même l'humanité, c'est comme un humain. Il y a une Mhm. enfance, une adolescence, un âge adulte. Puis il y a un déclin. Ça, c'est les civilisations. OK. Il va y avoir un déclin. Parce que c'est une civilisation, si on peut dire, c'est le psychologique de l'humanité. Donc, il va y avoir une décadence. Mais l'humanité en tant que telle, en tant que principe, quand il n'y a pas de déclin, c'est qu'il y a un passage à une autre humanité. Fait que là, il y a des civilisations qui meurent, puis là, il y en a d'autres qui viennent au monde. C'est la réincarnation de l'humanité dans les civilisations, puis la perpétuation. Parce que on revient tout le temps au même principe, c'est juste qu'on est habitué d'appliquer à l'individu des principes qui sont universels. Mais une civilisation, l'humanité, on peut employer les mêmes termes, là. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes lois. Oui, ben c'est sûr qu'on peut dire que l'individu est l'unité fractale de l'humanité. C'est ça. Donc, les civilisations, c'est les réincarnations de l'humanité. Mais c'est la même humanité. En tant que principe expérimental planétaire, c'est la même humanité, mais il y a différentes civilisations. Mhm. Oui, ben c'est comme de dire c'est la même énergie avec un coefficient d'altérité. Ben oui, OK. Qui sont les artisans du futur? ça, je trouve ça spécial. Les artisans du futur, il y a quelque chose là-dedans de paradoxal. C'est pour ça qu'il ne faut pas le penser psychologiquement. Les artisans du futur s'ignorent eux-mêmes dans le présent. Ils vont savoir qu'il y a quelque chose, mais ils savent pas que... Tu peux jamais être certain. Donc, qui sont les artisans du futur? C'est pas moi qui va le définir, ça. Mais les artisans du futur, c'est certain que c'est ce qui est en germe là. OK. Mais si je te l'amène sur le terrain, à savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont mandatés pour accomplir dans le futur de l'humanité une œuvre, comme par exemple initier un mouvement de conscience ou certaines choses ou inventions? Oui. Ben, possiblement que les artisans du futur, justement, pour des raisons du fait que le futur doit arriver, ben, ça, faut que ça reste jusqu'à un certain point voilé. C'est pour ça que je pense qu'il y a des artisans du futur qui le savent pas eux-mêmes. En même temps qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent des artisans du futur puis qui le sont pas. Donc, c'est quoi les artisans du futur en tant que de la signification qu'on pourrait donner ou en tant que principe factuel? Les artisans du futur, c'est ceux qui vont avoir la capacité de capter l'information dans le Mhm. présent, du nouveau, puis qui vont avoir la capacité de vision, d'assemblage. Donc ça va être des artisans du futur. Mais là, est-ce qu'on parle juste d'un futur technique ou le futur en général ou parce que de toute façon, ça revient tout le temps au même. Un artisan du futur, c'est quelqu'un qui va avoir la capacité de capter puis de voir. Et ça peut être on a des universités d'élite puis c'est pas nécessairement de là qu'ils vont sortir les artisans du futur. Non, c'est sûr. Dans un autre ordre d'idée, qu'est-ce qu'une influence satanique? Une influence satanique, c'est tout ce qui vient du planétaire psychologisé ou du monde de la mort, ou de forces mortes qui veulent se maintenir à travers les vivants, puis qui tirent. Donc, on peut considérer certaines instances de l'astral. Ben moi, à mes yeux, toutes les instances astrales sont sataniques, dans le sens que c'est rattaché au planétaire et ça s'en nourrit. Puis c'est lié à de la territorialité, puis à une maintenance. C'est un peu tout ce qui est planétaire au niveau animal, puis qui se psychologise, la fausse évolution. Mhm. Qu'est-ce que le karma? La programmation. Mais c'est aussi des lois de conséquences. Dans le sens,
il y a des conséquences. C'est une loi de conséquences. Je le vois, puis ça va jusque dans le concret. Comme si tu bats ton chien, il- Il va souffrir. pas juste ça, peux te sauter dans la face à un moment donné. Tu vas souffrir, toi, d'une façon ou d'une autre. Est-ce Il va y avoir que... un Oui, retour, c'est une loi de retour OK. une loi de conséquences. Quelles sont les lois de la mort? Les lois de la mort, c'est de se maintenir, dans le sens que c'est des lois de mémoire. Tout ce qui se rattache à la mort va vouloir. C'est un peu comme. Il y a eu des grandes. Il y a eu des grandes catastrophes sur Terre ou des massacres. Puis là, on va nous parler de devoir de mémoire. Nous avons le devoir de nous souvenir. Oui, comme par exemple par rapport à, dans le fond, le jour du souvenir, en lien avec la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, de se souvenir pour pas que ça se reproduise, là, répéter les mêmes erreurs. Ça fait que les lois de la mort, c'est lié aux lois de l'âme, mais en dehors du vivant. Donc, c'est de la mémoire. C'est des lois de mémoire. Mais c'est ce qu'on parle, parce que ça peut se définir à différents paliers. T'as les lois des morts, les lois du monde de la mort, les lois de la mort. Puis là, faudrait prendre un bloc, un papier, puis L'écrire. définir ça un bout, là, parce qu'il y en a du stock, là. Mais en plus, c'est des affaires qui aiment ça. C'est comme, tu peux demander, il y a de l'information sur des affaires bien dynamiques, bien précises, bien nouvelles, puis tu vas avoir un petit peu d'infos, ça va être clair, ça va être simple. Mais si tu vas là-dedans, les lois de la mort, là, tu lui demandes, quelles sont les lois de la mort? Là, ça va, ça arrêtera plus. Mhm. C'est quoi les lois du monde de la mort? C'est quoi les lois des morts? C'est quoi les lois de la mort? Les lois de la mort, c'est un peu comme, si tu veux le mettre au plus simple, là, c'est comme les lois de la thermodynamique. Quand il n'y a plus de la capacité pour un corps de supporter l'énergie, il va y avoir un arrêt. Mhm. Donc ça, juste ça, c'est le plus... De Mais là, base. on parle de la mort à quel niveau? C'est lié à des lois de l'énergie. Puis les lois de la mort, c'est lié à l'énergie qui se tarit au niveau d'un monde où il est obligé d'avoir une incarnation pour avoir de la vie. Donc, la mort, elle existe sur son plan mémoriel à elle, mais elle existe dans notre monde parce qu'il est espace-temps, en tant que phénomène. C'est phénoménal. En tant pas de quelque chose d'extraordinaire, mais en tant qu'un phénomène. Donc, les lois de la mort, c'est les lois de la vie, Mhm. mais dans un monde où il y a un espace-temps, où il y a des transferts d'énergie, où l'énergie ne peut pas disparaître, mais il faut qu'elle se transfère. Comme il y a un temps défini, un espace, la vie n'est pas éternelle sur tous les plans en même temps. Donc, il y a des lois de la mort. Fait que c'est ça, les lois de la mort. Ça ressemble aux lois de la physique. Mhm. OK. Quelles sont les lois qui régissent le plan astral? Les lois de la mort. OK, oui. Les lois de la mort, les lois de la vie aussi, mais en tant que mémoire. C'est pas les lois de la vie en tant que les lois de la vie, c'est les lois de la vie en tant que mémoire de la vie. C'est là que ça fait partie des lois de l'âme. Donc, les lois de l'astral, c'est lié justement à des forces sataniques, comme on parlait, dans le sens que c'est pas vivant, au sens d'un dynamisme. Il faut qu'il y ait plus de volonté, il y a du désir. Parce que c'est une mémoire expérimentale. Pour qu'il y ait une direction de donner de l'énergie d'une façon réellement dynamique, il faut que ça soit idéal. Ça fait partie des lois de la vie. Mais au niveau d'un maintien de la mémoire dans des formes, pour de la mémoire de la forme, pour qu'il y ait une sophistication sur un autre plan, là, on est dans des lois de l'astral de mémoire. Là, il faut tomber sur un désir dans le sens que c'est plus de la volonté,
Puis c'est justement ça qui a fait que l'être humain est devenu psychologique, entre autres. Parce que il est en lien avec la mémoire, ces lois-là. Quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui a les lois de l'astral pendant qu'il vit. Ça fait un fou. Ben, quelqu'un qui est Bon, subi, là, malgré lui, là, qui est inconscient. Là, ouais. ben oui. Mais même là, il y a bien longtemps, l'être humain n'avait pas besoin d'être conscient pour avoir l'allure, pour être intelligent. Comme un oiseau, c'est intelligent, un chien, c'est intelligent, un chat, c'est intelligent, dans le sens ça agit logiquement. Mais dès qu'il est au contact de l'être humain, un chat il devient psychologique, un chien devient psychologique, il peut développer des névroses, il devient astral, il va avoir besoin d'un psychologue pour chien. Oui, un Ça- psychologue canin parce qu'il est en contact avec l'astralité de l'être humain qui, à quelque part, le Ah pollue. oui, il développe un plan psychologique. Puis là, les lois de l'astral s'appliquent dans la psyché d'un être incarné. C'est sûr, ça marche pas. Parce que c'est pas intelligent, c'est pas logique. Il y a pas de. C'est quelqu'un qui arrête de penser subjectivement, il va être lumineux. Mais quelqu'un qui réfléchit tout le temps, il va développer des désirs, il va développer des frustrations, bon. C'est ça les lois de l'astral, dans le sens que c'est une perpétuation de la forme, mais c'est pas nécessairement adéquat par rapport aux lois de l'énergie d'un monde incarné vivant comme on le connaît. Parce que c'est juste de la mémoire magnétique, psychomagnétique, rattachée à notre plan, nous autres. Donc, les lois de l'astral ne seront jamais les lois de la vie. C'est les lois d'une maintenance de la forme pour que la vie se manifeste dans des formes de plus en plus sophistiquées. Donc, les lois de l'astral deviennent des lois d'entreposage du désuet. Mhm. Ça devient les lois de gestion d'un dépotoir. Puis, c'est sûr que, bon, ça prend un dépotoir. Mais n'importe qui vivrait là va être malade. Parce que c'est pas une place pour la vie. Ça m'amène à te parler du fait que est-ce que la Terre, au fil des ans, avec l'accumulation des formes, est devenue une forme, surtout avec la pollution physique, une forme de dépotoir de plus en plus? Pas autant que la mémoire expérimentale subtile qu'on appelle l'astral, qui est électromagnétique, puis qui se manifeste dans ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'âme de la planète, comme d'une façon parasitaire. Parce que notre planète est encore bonne. Là. C'est comme un plat de pétri, là, mettons qu'il s'est développé de la moisissure dedans, ben il est encore bon. Mhm. J'ai juste à le nettoyer, puis la planète n'est pas fichue. Là. Autrement dit, Dans le sens, oui, je t'écoute. ben, c'est comme de la vaisselle sale, ça se lave. OK. Mais on était habitué à penser que ça se lavait pas. Donc, la planète pourrait éventuellement être restaurée là, par rapport à son écologie, sa diversité. Ben oui, ceux qui ont ceux qui parlent le plus d'écologie, là, c'est ceux qui ont le moins peur. Je veux dire, dans le sens, regarde, là, la petite Suédoise là, avec des nattes. Bon, Greta elle, Thunberg, ouais. ouais, elle, c'est des financiers qui en arrière d'elle, entre autres. Mhm. Ils n'ont pas peur, eux autres-là. Là. Ils sont là pour faire peur. Dans quel but? Des intérêts, des convergences d'intérêts. Mais il y a bien tu parlais des maîtres du monde, là, tantôt. Oui. Il y a des maîtres du monde, entre autres, ceux qui savent que la vaisselle, ça se lave, mais qui ont intérêt, pour des raisons de contrôle, de dire que ça se lave pas pour faire peur au monde. Parce que le but, c'est de contrôler le monde. La planète, elle, Donc, autrement dit, ça pourrait être entre autres de contrôler les moyens de transport avec la bourse de carbone, limiter l'utilisation de l'automobile. c'est Ben, surtout l'être humain. Contrôler l'être humain. OK. Contrôler la pensée. Contrôler la population. C'est ça qui est le plus dur à contrôler. Un être humain, c'est du stock, là. C'est pour ça qu'on veut le garder petit, on veut le garder, on veut le contrôler. C'est bien plus difficile de garder le contrôle sur une psyché humaine. Puis même là, on essaie encore de nous faire croire que grâce au behaviorisme,
Là, on est rendu au piratage neurologique. Peut-être une partie de la population, peut-être. Mais ça sera jamais... c'est pas aussi avancé qu'on le dit. C'est ça, mais sinon, ce que je voulais t'amener, c'est que le mouvement écologique a mis de la pression au gouvernement pour avoir certaines politiques. Comme au Québec, dans le fond, d'ici 2035, les gens sont censés, lorsqu'ils vont acheter un véhicule automobile neuf, que ce soit strictement électrique. À l'origine, c'est 2030, là, c'est repoussé à 2035. Et par rapport au contrôle de ces comportements d'achat, à une certaine échelle, comment que tu te situes par rapport à ça? Ben, moi, je m'en fous. OK. C'est des affaires que... Je sais que c'est tout de la merde. C'est pour créer des nouveaux marchés. Ça pollue plus un char électrique qu'un char à essence. Parce que la batterie, il faut la fabriquer. Il faut faire venir les composantes souvent par paquebot. Je peux dire des gros bateaux à conteneurs qui amènent les batteries, certaines composantes. Après, ça crée, il faut récupérer ça. Puis finalement, un char électrique pollue plus qu'un char. Ben, c'est sûr que ça dépend par rapport au niveau de l'essence, dans le sens que si, ben, de l'électricité, c'est-à-dire que si au Québec est produite à partir de l'hydroélectricité qui est propre, c'est sûr que c'est pas pareil que si ça vient d'une centrale thermique en Chine, là. Regarde là, on avait un pouvoir manufacturier qui faisait qu'on fabriquait des chars ici. Mhm. OK? Bon, qu'est-ce qui pollue le plus? Faire venir un char de Corée ou de Du Japon, électrique? ouais. Voyons donc. Mm. Ça, c'est rire du monde. Pour ça, je te dis, c'est tout de la merde, c'est tout de la bullshit. Il rit du monde. Les éoliennes, là, Mhm. c'est une nuisance, ça. C'est pas efficace. C'est tout de la merde. Je veux dire, c'est pour recréer des marchés. Dans le sens que, si tu veux de la croissance à l'infini, il faut que tu détruises des marchés pour t'en créer d'autres, puis tu transfères l'énergie. Les financiers ont compris ça. Puis c'est une façon de garder le contrôle sur la marche du monde. Mais Fait que, justement, qu'est-ce qui serait le plus efficace que, dans le fond, les autos électriques, les éoliennes? ben, on n'a pas besoin de ça. C'est parce que les autres, le monde s'arrête. Puis notre monde commence, si on fait ça, là. Puis ils veulent pas. Mais qu'est-ce qui serait le plus efficace? L'électricité, il y en a partout, tout le temps. Pas besoin d'éoliennes, pas besoin de turbines, pas besoin... Ça se capte de l'électricité, il y en a. La planète est... La planète est électromagnétique, elle est vivante, elle est électrique aussi. Mais là, Donc, ces affaires-là, moi, je suis pas ingénieur, puis mon mandat, c'est pas de rendre ça public. De toute façon, ceux qui oseraient faire ça vont se faire tuer. ou il risque de mal finir comme Nikola Tesla, là, avec les appareils Ouais, qui visaient, là. lui. Comment? Il était heureux, il a pas mal fini, lui. Ben, moi, ce Il que était j'ai heureux avec ses pigeons. moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que à la fin de sa vie, il était pauvre. Puis, Puis, ça veut-tu dire qu'il était malheureux? Son neveu, il donnait ce qu'il avait besoin. Il avait plus besoin de grand-chose. Il était rendu vieux, là. non, t'as pas tort, c'est mon interprétation, mais Tu sais, il avait ses pigeons, là, puis sa petite pigeonne préférée, puis je pense pas qu'il était malheureux. C'était pas quelqu'un de compliqué, lui, là. C'est pas quelqu'un qui était... Je pense pas, moi, qui ruminait non, nécessaire. t'as sans doute raison. J'ai été trop rapidement dans l'interprétation. Parce que là, Mais, lui, il oui. sait que il y a des affaires qu'on est en train de parler là, lui, il savait ça. Fait que pourquoi il aurait peur, ou qu'il serait déçu, ou qu'il sait que c'est pas de sa faute, que son mandat, il l'a fait comme faut, mais la mort, c'est pas la mort. Fait que, dans le fond, c'est parce que c'est au niveau de quelqu'un qui ferait ça maintenant, qui rend public certaines choses, il met en danger l'ordre du monde. Puis c'est là, il se met en danger lui. Puis il Oui, par finira rapport. pas heureux avec des pigeons. Non, je comprends, mais c'est Il sûr, va être un quelqu'un pigeon. qui rendrait, par exemple, public des technologies à base d'énergie libre ou qu'on pourrait puiser l'énergie du cosmos, la personne pourrait se mettre à dos les maîtres du monde qui cherchent à maintenir l'ordre établi, là. Gars, à un moment donné, il y a un physicien anglais, Crook.
Croke, lui, il a travaillé et étudié un médium écossais. Je me rappelle plus de son nom, lui. Lui, il faisait de la télékinésie, ce médium écossais-là. Puis Croke, il se demandait, il dit, est-ce que l'air est conductible du fluide qui engendre la télékinésie? Tu sais, dans le temps, il se posait des questions bizarres. Mhm. Parce qu'à cette heure, on sait que la télékinésie, ça n'a pas rapport avec... bon. Fait qu'il a dit, je vais prendre une ampoule, que je vais mettre dedans quelque chose sur un axe avec des palettes qui tournent. Puis je vais mettre un bord blanc et un bord noir pour qu'on le voie tourner de loin à la lumière rouge. Parce que tu sais, dans le temps, il faisait certaines expériences à la lumière rouge. Il faisait plus noir dans les cabinets, ce qu'on appelait en tout cas. Puis il a dit pour voir si la densité de l'air influence le fluide télékinésique, là, Mhm. il dit, je vais mettre l'ampoule sous vide. Puis ce qui s'est produit, Croc qui a fait, il dit, ah, le panneau noir et blanc, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais tu peux acheter ça à cette heure dans des boutiques, ceux qui s'intéressent à la science, là. Dès que tu vas mettre cette ampoule-là à la lumière, les palettes noires et blanches dedans vont se mettre à tourner. Parce que il y a un vide dedans. L'ampoule est scellée qu'il y a un vide dans l'ampoule. Donc, les photons, ils n'ont aucune résistance pour frapper les parois. Puis Mhm. comme il y a un bord blanc et un bord noir, ça tourne. Parce que dès que tu mets ça devant la lumière, ça se met à tourner à l'intérieur. OK, imagine on en fait un gros immense, puis on place une turbine après. Oui, fait qu'à ce moment-là, on pourrait alimenter en électricité, puis ça serait comme un mouvement perpétuel généré à Ben partir oui, de rien. bien plus efficace que des panneaux solaires. Ça virerait pas à peu près. Ça tournerait vite, là. Surtout si tu concentres la lumière du soleil, là, que tu crées des relais, là, des centrales solaires de même. Mhm. Ça ne prend pas beaucoup de lumière pour que ça se mette à tourner. Ça virerait vite. C'est pas compliqué, le crime, ça en est ça de l'énergie gratuite. C'est juste, ça prend une chambre à vide avec, puis que la lumière elle frappe les photons et ils font tourner la turbine. Juste des photons, là. Mhm. Fait que, ça, on le sait depuis le 19e siècle. Crook, c'est le 19e siècle, là. Puis lui, comment ça qu'il est tombé sur du nouveau? Parce qu'il s'intéressait à des affaires bizarres, mais à la place de ça, ça a été tout détourné. C'est comme les cubes cathodiques là, pour la TV, les écrans cathodiques. Ça Mhm. vient de lui. Parce que lui, il s'est intéressé à la transmission d'images. C'est comme l'autre jour, je parlais d'un live, puis là, il y en a qui parlaient que, oh, il pourrait y avoir de quoi d'électromagnétique, puis ça brûlerait les fils, puis tout. Puis j'ai dit de même, je savais même pas pourquoi je disais ça. Je dis oui, ben, il est arrivé de quoi, même dans le temps du télégraphe. Il y a eu maintenant un incident même même dans le temps du télégraphe. Ben, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ben, je n'étais pas au courant. Puis plus tard, il y en a un qui a parlé de ça. Il dit dans le temps, là, les lignes de télégraphe ont brûlé à cause d'une affaire solaire. Mais à un moment donné, il y a eu la télégraphie sans fil. C'est juste là, là, la technologie est là. C'est une question de, on parlait là tout à l'heure, c'est quoi des vrais maîtres du monde? Mhm. J'ai dit, c'est du contrôle de l'information. C'est quoi de l'ésotérisme? C'est encore un contrôle de l'information. On est dans, c'est ça la planète, c'est la planète, c'est la planète des délits d'initiés. Ben, des délits des gens qui contrôlent. Si on prend l'initié dans le sens de quelqu'un qui amène quelque chose de nouveau, il ne va pas nécessairement commettre Ben, ils vont des dire, délits au c'est niveau lui le cosmique. prophète. Oui, C'est c'est lui vrai, qui ils vont va être être, pointés du doigt. ben Ouais, oui, puis il fera pas long. ouais. Parce qu'on est la planète est sous l'emprise de ce qu'on appelle les forces sataniques, dans le sens des forces de domination liées à de la mémoire puis à de la connaissance. La connaissance. Pourquoi il y a tout le temps, pourquoi dans toutes les vieilles traditions, la connaissance est associée au serpent? C'est comme même dans le vaudou. C'est un dieu serpent, puis c'est lui la connaissance. C'est lié à la connaissance. Ou, tu sais, c'est quoi ces histoires-là? Là? C'est lié à des vieilles formes archétypales, puis ça a rapport avec l'âme collective, entre autres. Mais c'est quoi la connaissance? Mhm. Qui amène la connaissance? C'est quoi ce principe-là? Puis, vu que c'est pas conscientisé, puis c'est pas intégré, ben, on appelle ça Satan.
Puis quand c'est plus planétaire, puis que c'est extraplanétaire, puis ça touche des sphères encore en dehors si ça devient une force qui est en dehors des formes de l'âme, on appelle ça Lucifer. Mhm. Mais il reste que ces affaires-là, ces forces-là, c'est pas... Oui, c'est ça, l'ennemi. Puis oui, l'ennemi, il est dedans, il est pas dehors. Parce que on a été coupé d'un contact dedans pour le dehors. Puis ça a été remplacé par de la connaissance. On a perdu le savoir pour la connaissance. On est entré dans l'intellect. Ça faisait partie des phases. Du retour. Le, le retour, comment je pourrais dire ça, on va revenir dans le jardin maintenant. Mais il est pas comme on nous l'a, comme on a osé, comme on nous l'a. Il y en a qui Présenté, là. pensent que on va retourner dans le jardin par l'astral. Il y en a qui pensent ça. Ah, mais quand je meurs, je vais aller au ciel. Ah, ouais. C'est tout ça que les Juifs, ils considèrent que tout le monde, et que quand ils meurent, ils vont tous en enfer. Ah ouais? Parce que ça, c'est quoi l'astral? Ben oui. T'as pas de ciel chez les Juifs. Il va y avoir ce que les autres ils appellent Cholam Abba. Mais c'est pas comme nous autres on le conçoit, là. C'est que pendant un certain temps, ils vont être à un certain niveau, mais techniquement, ils s'en vont tous en enfer. Pourquoi? Mais ils ont sans doute Parce pas qu'ils la savent même qu'il n'est pas concept. fini. Mais c'est ça, mais ils ont sans doute pas la même conceptualisation que l'enfer chrétien, là. Ouais, mais ils savent des affaires. Ouais, mais c'est parce que l'enfer chrétien, c'est parce que là, il y a autre chose, là. C'est parce que là, on entre dans d'autres affaires, mais ils savent c'est quoi l'astral, par contre. Mais c'est écrit pareil dans les textes chrétiens que les morts dorment. Ce qu'on appelle le séjour des morts. Puis si tu lis comme faux la vraie doctrine chrétienne, pas les sectes de ci pis de ça, puis l'Église catholique, puis les luthériens, puis les méthodistes, si tu regardes comme faux ce qui est dit, Mhm. il n'y a personne encore au ciel. Impossible parce qu'il n'y a pas eu le jugement dernier. Le cycle n'est pas fini. Et c'est qui va prononcer le jugement dernier? C'est pas un jugement au sens où nous autres on l'entend. C'est un jugement au sens de loi qui s'applique. Une autorité infaillible, c'est pas quelqu'un qui juge. T'as pas besoin de juge quand c'est infaillible. C'est des lois. C'est-à-dire que tout va aller à sa place selon sa fréquence. C'est ça le retour dans le paradis. Mais c'est nous autres, on essaie de mettre ça dans on essaie D'intellectualiser, là, ouais. c'est ça. Puis justement, c'est pour développer l'intellect qu'on a perdu le contact. Puis là, on essaie de parler du retour pendant qu'on n'est pas rendu. Mais on est rendu quelque part, mais on est encore, tant que moi, je suis incarné, je suis dans l'espace-temps matériel, puis bon. Mais ce que je vois vraiment, je peux pas le mettre dans des mots. C'est ça, Puis, mais dans un sens autre, on peut dire qu'on a déjà rendu dans le sens que l'absolu est immanent au relatif et que, à quelque part, si on est connecté à l'esprit qui est au-delà de la trame temporelle, il y a déjà une dimension de nous-mêmes qui est en contact avec l'infini. oui. Puis c'est ça que y en a vont appeler ça va passer par des affaires qu'ils vont appeler comme mon ange gardien ou le double ou le voyons L'ajusteur de pensée, ouais, ou comment qu'ils appellent ça, Moreau, là, il va dire toi qui es plus moi que moi-même, l'être. l'être. Fait que, tu sais, mais l'énergie, il faut qu'elle colonise toutes les places, ça fait partie des lois d'infinité. Ça fait partie des lois de la vie. Ça fait partie de l'aspect pénétrant de l'esprit. Dans le sens que on vit dans un monde où les choses sont inversées parce qu'on est dans la polarité. C'est pour ça que souvent on va polariser les choses, puis on va considérer que le bien souvent est passif, puis le mal est actif, ça a l'air de même. Alors que au fond, c'est le contraire. L'esprit est pénétrant, la matière est passive. Mais on inverse tout, c'est ça la psychologie. C'est ça le. Mhm. Tout ça, c'est des choses. C'est même quasiment dangereux. Je veux dire, les gens qui font de ça leur principale occupation, regardez ça, puis là, ils peuvent pas faire autrement que se perdre. C'est des choses qu'il faut effleurer. Moi, je regarde ça de loin. C'est pas important.
Mhm. Mais je le sais que c'est pas pour rien que les Juifs considèrent qu'ils vont tout en enfer. Tu sais, je veux dire, un chrétien convaincu, doctrinal, catholique, il dirait, ben c'est sûr, ils n'ont pas accepté le Christ. Ben oui, mais ça n'a pas rapport, là. Ça, c'est une interprétation subjective liée à sa gang à lui. Mais peux-tu élaborer davantage par rapport à la conception judaïque de l'enfer? Ben oui, mais c'est juste l'astral. OK. Que ce que nous autres, dans le suprême, on appelle l'astral, le séjour des morts. Regarde, dans l'Antiquité, ce qu'on appelait le monde souterrain. Dans le temps, c'était le monde souterrain parce que l'astral de notre cycle était en formation. C'était pas encore le ciel. Ça Mhm. vibrait encore au niveau de la Terre. Puis c'était Pluton qui était en bas. Puis c'était ce qu'on appelait les enfers. C'était le monde souterrain, le séjour des morts. Mais ça n'avait pas une conception comme les chrétiens et les bouddhistes ont fait. Mhm. Tu sais, là, c'est devenu des mondes de torture, puis de... Voyons, là, c'est quoi ces affaires-là? C'est comme les Chinois, là, puis ils ont des affaires où le monde sont tranchés en petites tranches fines à l'infini, là. C'est quoi ces idées-là? C'est quoi ça en est ça de la merde? Oui, C'est ben c'est des complètement... projections anthropomorphiques de l'être humain par rapport à des représentations sadiques, masochistes ouais. Parce que c'est ça, là, ça c'est lié justement à de l'animalité qui se psychologise, qui devient de la mémoire, puis là on spiritualise ça. Fait que c'est comme prendre de la pourriture à terre, puis la lever, la regarder à la lumière, puis là on confond ça avec... mais non, c'est tout... l'être humain, il est extraordinaire pour se conter des histoires. Puis c'est là qu'il se rend pas compte du pouvoir créatif de la direction qu'il donne à cette énergie-là qui passe à travers. Puis donc, on est l'enfer. Qui a créé l'enfer? C'est l'être humain incarné. Puis pourquoi c'est devenu l'enfer? Parce que c'est inconsciemment fait. Mhm. Parce qu'il a tout fait ça inconsciemment. Parce qu'il se rend pas compte qu'il est un canal puis que la pensée vient pas de lui. Mais qu'en passant à travers lui, ça prend des formes. Il n'y a pas le choix de d'où ça vient puis c'est quoi puis tout, mais il y a le choix de donner une forme ou pas. C'est pareil comme le libre arbitre n'existe pas, mais quand tu as une mise en vibration, il reste que jusqu'à un certain point, tu as un cadre dans lequel tu peux te mouvoir, tu peux décider oui ou non de laisser aller la mise en vibration ou pas. Mhm. Ouais, suivre le mouvement de l'énergie ou pas. Étant donné que le temps Ça. file, il va falloir conclure bientôt l'enregistrement. Et je voulais terminer avec une question, à savoir si l'être humain, par rapport à sa psychologie, s'est donné à vivre l'enfer, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour en sortir? Ben, il faut qu'il vive. Là, l'enfer devient utile. C'est quoi? Pourquoi on parle d'expiation? C'est quoi ça, l'affaire d'expier? Supposément, l'enfer, c'est pour expier. Moi, expier les péchés, là, les manques d'ajustement. Ben, il brûle le quoi? Ça veut dire, sa subjectivité va l'avoir amené quelque part, puis il y a des parties subjectives en lui qui brûlent, puis là, il développe une objectivité, puis il sort. OK, donc autrement dit, lorsqu'il souffre suffisamment des formes qu'il a générées, des actions, voire du karma, pour faire allusion au concept que je parlais tantôt, ben, il va pouvoir éventuellement sortir de l'enfer, du planétaire, de l'expérimental. C'est ça. Puis là, ça va avoir accompli. C'est là que, justement, c'est ça. C'est les lois de l'énergie qui évoluent, puis les mondes en évolution, puis du vivant, puis même les lois de la mort, ça fait partie du vivant. Les lois de la vie. Mhm. Parce que c'est une mémoire de la vie, la mort. Puis il y a comme je te dis, une mémoire de la forme pour que des formes de plus en plus sophistiquées apparaissent. Mais il faut se rendre compte que pour qu'il y ait des formes de plus en plus sophistiquées, puis qu'il y ait une réelle évolution réelle au niveau cosmique, pas comme les darwinistes parlent, mais une réelle évolution, ben, il faut que les vieilles formes soient utilisées jusqu'à les Saturation. détruire. C'est ça, éclater la forme jusqu'à un certain point. Parce que
c'est un peu comme, justement, on revient aux Juifs, eux autres, ils considèrent que les différents plans se créent parce qu'il y a des formes de contenance qui éclatent. Mhm. Ça tombe, puis là, ça se déverse, puis là, pouf, pouf, ça... Puis il y a quelque chose d'une expansion, d'une contraction en même temps. Puis, mais il y a quelque chose, oui, à mes yeux, qui est réel là-dedans. C'est pas rien que du mysticisme, c'est parce que l'être humain, ce qui est pas capable de se donner à penser, il va le savoir par intuition, parce qu'il y a un savoir pareil. Mais là, c'est dès qu'on interprète psychologiquement, là, OK. Donc, on va compléter là-dessus l'enregistrement. Donc, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as consacré là, pour répondre aux différentes questions qui visaient là, à passer en revue là, certains concepts qui avaient déjà été abordés par Bernard de Montréal, conférencier qui a initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec. Donc, écoute, Berthold, ça a été encore une fois un plaisir de discuter avec toi. Et c'est sûr que je m'en... pareillement. Excellent. Donc, à bientôt.